Janvier 2010, Caucase du Sud, carrefour de continents et de civilisations. Sous les cimes enneigées du Haut-Karabakh vivent les habitants azerbaïdjanais de Rojavent, un des camps de déplacés internes comme les appellent les statistiques de l'ONU. Il y a 19 ans, ils vivaient dans la vraie ville de Rojavent, 15 km plus loin. Ils ont été jetés ici dans un no man's land de leur propre pays suite à la guerre du Haut-Karabakh. Il faut que le monde le sache, c'est une injustice. Nos terres sont là-bas, alors que nous sommes ici. Même si nous ne vivons pas si mal ici, les tombeaux de nos ancêtres se trouvent là-bas. Nous voulons aller les visiter, nous avons ici de l'eau, du gaz, de l'électricité, mais notre patrie est là-bas. Si vous pensez pouvoir retenir vos larmes, allez voir là-bas ce qu'ils ont fait à Rojali. Comment est-ce possible? Je perds la raison en voyant ces choses horribles et mes yeux se brouillent. Comme des millions de déracinés à travers le monde, les réfugiés et les personnes déplacées d'Azerbaïdjan ont vu leur vie basculer suite à un conflit armé. Le Haut-Karabakh commence sa sécession en 1988 sur fond de dissolution de l'URSS. Fin 91, la région déclare son indépendance à la suite d'un référendum. La guerre commence. Un cessez-le-feu est finalement signé en mai 1994, mais 30 000 personnes ont perdu la vie, 25 000 Azerbaïdjanais et 5 000 Arméniens. À cela s'ajoutent plus d'1 million de personnes chassées de leur foyer, dont une majorité d'Azerbaïdjanais. 16 ans après la fin de la guerre, Euronews a rencontré plusieurs de ces déplacés. Nous sommes des étrangers sur nos propres terres. Notre pays n'est pas ici, notre pays est là-bas. Le fils de mon fils martyr veut aller sur les terres où vivait son père. Le monde entier soutient les Arméniens alors que nous, personne ne s'intéresse à nous. Vraiment personne. Ces déplacés azerbaïdjanais se considèrent comme les victimes oubliées de cette guerre gelée. En dépit de 4 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies demandant à l'Arménie le retrait de ses troupes, leurs vies se sont figées dans l'attente. Depuis 1993, l'ONU et des dizaines d'organisations non gouvernementales leur dispensent de l'aide humanitaire. Aux conditions extrêmes des premières années passées dans des tentes, des abris en terre, s'ensuit une nette amélioration. À partir de 1999, Bakou consacre une partie de son budget et de sa manne pétrolière pour financer la construction de nouveaux camps provisoires disséminés sur le territoire. Le pays se remplit donc progressivement de camps de déplacés. Mais le changement de leur cadre de vie ne change en rien le moral de ces déracinés. Le retour sur les lieux d'origine reste leur seul objectif, leur obsession, leur rêve. Sous l'égide de l'OSCE, les négociations politiques pour en finir avec le conflit n'ont toujours rien donné. Mais le pays continue de croire que le droit international prévaudra. Au ministère chargé des réfugiés et des déplacés, le vice-premier ministre azerbaïdjanais explique la logique du plan Grand Retour. S'ils sont regroupés, c'est plus facile de les rapatrier. Soit je vais dans la ville, je cherche ces personnes une par une, soit il y a 1000 personnes ici, 2000 par là-bas. Les rassembler, les faire revenir ensemble sera plus facile pour nous. Sur le plan matériel, une grande partie des Azerbaïdjanais déplacés vit aujourd'hui sous un vrai toit. Plus de 2 milliards d'euros ont été investis, dont 900 millions provenant du budget de l'État et 500 apportés par les organisations humanitaires. Une maison pour chaque famille, des écoles, mais aussi un lopin de terre, l'eau, le gaz, l'électricité et le loyer gratuit, plus une allocation de 500 € par an et par personne. Ces déplacés sont aujourd'hui parmi les mieux lotis du monde. Mais avant d'en arriver là, beaucoup ont traversé de durs moments. Les Gouliefs ont passé les 17 dernières années dans ce qu'ils appellent une boîte de conserve. Un abri comme ceux financés par l'Union européenne lors des premières années de la crise humanitaire. 7 personnes dans un espace de 12 mètres carrés, un abri qu'ils ont conservé dans la cour de leur nouvelle maison. Quand il pleuvait, c'était horrible. La maison était inondée, il y avait du moisi partout, les serpents envahissaient la pièce et nous dormions avec eux. C'était très sale. Merci à notre gouvernement, à notre président de nous avoir donné cette maison, mais ce n'est pas encore assez. Nous voulons nos terres. Une voisine aperçoit notre équipe de tournage. Elle veut nous raconter son histoire.
Mon mari est tombé en martyr pour la patrie dans le massacre arménien. Je suis partie de Kelbadjar pieds nus, avec mes enfants. J'ai 2 garçons et une fille. Ma fille va se marier, mais les garçons, je les ai élevés avec un tel amour de la patrie. Ils n'attendent que l'ordre du président Aliyev. Pour l'instant, l'option militaire n'est pas d'actualité. Une ligne de front longue de 120 km sépare les 2 armées. Prise en charge par l'armée azerbaïdjanaise, notre équipe visite l'un des postes d'observation dans la région terre-terre. Entre les positions ennemies, des terrains minés ou des villages azerbaïdjanais fantômes détruits par l'occupation. Nous assistons à un entraînement militaire. Le cessez-le-feu est parfois interrompu par des tirs. Selon ses responsables, l'armée azerbaïdjanaise a répondu en 2009 à plus de 1300 tirs venant de l'autre côté de la ligne de front. Mais quand il s'agit de violation d'un cessez-le-feu sur le front d'un conflit gelé, aucun organisme international ne peut confirmer les chiffres fournis par les armées en présence. Les militaires que nous rencontrons sont très jeunes, pris dans le tourbillon de l'histoire avec un grand H. Moi, je voudrais faire des études d'histoire, apprendre l'histoire de mon pays. La guerre les a peut-être séparés depuis 20 ans, mais les 2 ethnies ont vécu ensemble, pacifiquement, dans le Haut-Karabakh. Elle est arménienne, lui est azerbaïdjanais. Les Aïlanova vivent ensemble depuis 50 ans. Après l'éclatement de la guerre, Genia a quitté le Haut-Karabakh et suivi son mari. Ils ne m'ont rien fait de mal. S'ils m'avaient maltraité, si je ne voulais pas vivre avec eux, je ne me serais pas enfui avec eux. Je serais restée là-bas. Ils sont si bien avec moi. L'une m'appelle ma tante, une autre grand-mère ou bien maman. Ils ne m'ont fait aucun mal. 16 ans d'une situation ni guerre ni paix ont figé l'Arménie, l'Azerbaïdjan et les autorités de la région sécessionniste dans une attitude de wait and see. Quelle tournure va prendre leur vie maintenant qu'ils semblent à l'abri? Pourront-ils avoir un mot à dire dans les décisions et les négociations de paix qui les ont ignorées jusque-là? Si la paix doit revenir un jour dans le Caucase du Sud, sera-t-elle entre les mains des 2 communautés? Nous avons vécu ensemble, nous avons partagé le bien et le mal ensemble. Il n'y a pas de raison pour que cela ne soit pas possible à nouveau. Ce qui nous interpelle, c'est que les grandes puissances ont demandé 4 fois aux Arméniens d'arrêter cette occupation injustifiée et de se retirer de nos terres. Je reste impuissant face aux questions de mes élèves. Je ne sais pas quoi leur répondre. En Azerbaïdjan, on dit que l'attachement à la terre de ses ancêtres est inscrit dans les gènes de chacun. Les nouvelles générations nées dans les camps de réfugiés garderont-elles cet attachement? Auront-elles le même amour du Haut-Karabakh que leurs aïeux? C'est toute la question.